Salut à toi et bienvenue dans ce podcast que tu connais sous le nom de Devenez indéboulonnable. C'était son nom jusqu'à il y a quelques secondes. Et aujourd'hui, il devient point de vie. Point de vie comme des PV, comme dans les jeux vidéo, car si t'es comme moi, t'as grandi dans le monde des jeux vidéo, en tout cas ça te parle. Et les derniers mois, j'ai pris pas mal de recul, comme tu as pu le voir, à travers tous les contenus que je peux créer. Que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, à travers ma newsletter, YouTube, le podcast, j'ai tout mis en stand-by. Parce que je ressentais que j'étais partout. Et qu'il me restait plus beaucoup de points de vie, si tu vois ce que je veux dire. Un peu comme tu vois la barre qui est vraiment au minimum, il te reste 10 ou 20 points de vie sur 100. Et j'avais vraiment la sensation que ça faisait des semaines, voire des mois, que j'étais sur la réserve. À vouloir faire trop de choses, finalement, je faisais pas beaucoup de qualité, je faisais beaucoup de quantité, j'étais présent partout, mais surtout je faisais beaucoup de choses qui ne me parlaient pas et qui me coûtaient beaucoup d'énergie. Donc beaucoup de points de vie, pour garder l'analogie justement du titre de ce podcast. Et tout ça a un sens, je te le partage parce que justement cette idée de point de vie, elle m'est venue en rejoignant des jeux vidéo il n'y a pas très longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, mon frère m'avait envoyé euh, sur Netflix en fait, ils ont le jeu des Tortues Ninja sur lequel je jouais quand j'étais gamin sur la Super NES. Et je me suis rendu compte à quel point à chaque fois que j'avais très peu de points de vie, je stressais. Parce que cette époque-là, tu pouvais pas sauvegarder, il fallait que tu fasses le niveau complet. Et ça m'a fait petit à petit penser à ça, à cette idée de point de vie. Et ça fait des années que dès que je suis fatigué, je dis à mes amis, il faut que je récupère des points de vie. Donc bref, tu vois, tout ça, c'est un petit truc qui s'est créé dans mon monde interne et qui aujourd'hui, eh ben, vient à la surface et que je tiens à te présenter. Parce que Devenir indéboulonnable, c'est le titre de mon premier livre. Le podcast a suivi avec ce nom. Et aujourd'hui, je suis plus 100% raccord avec cette idée. Bien sûr, je suis toujours raccord avec mon livre, avec ce que je t'y ai partagé, parce qu'il était important à un instant T de ma vie. Et il y a énormément de choses dedans qui sont valables. Et avec le temps, après une certaine obsession envers la productivité, l'efficacité ultime, le fait que je doive toujours faire des trucs, toujours être mieux, toujours être plus compétitif, tout ça, je me suis senti rincé, je me suis senti totalement désaligné avec qui je suis, et surtout ça m'apportait absolument pas les résultats que j'espérais. Autant au niveau de mon business qu'autant de ma satisfaction personnelle. Et malgré ça, j'ai continué à changer. Mais vraiment pour le mieux. Ça me fait toujours rire, tu vois, à quel point on peut donner des idées à ses clients, faire prendre conscience de certaines choses aux personnes et avoir du mal à les appliquer à soi-même. Et un des conseils que je donne systématiquement aux personnes que j'accompagne, ou à des amis qui sont un peu fatigués, ou que ce soit ma femme, ou à n'importe qui, c'est systématiquement celui-là. Au lieu d'accélérer, quand tu as le sentiment que tout en toi t'indique qu'il faut que tu accélères, c'est le meilleur moment de ralentir. Je l'ai donné sincèrement des centaines de fois, cette image. Et bien que j'ai essayé de l'implémenter, c'était toujours avec beaucoup de frustration. Et c'est marrant parce que cette frustration, je la retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de cadres dirigeants, beaucoup de personnes qui ont cette habitude de toujours faire. Et c'est normal parce que dans cette société occidentale dans laquelle nous évoluons tous, eh ben c'est un peu la norme. On nous apprend à faire pour avoir et potentiellement pour être. Et aujourd'hui, moi je me rends compte que tout cet univers du développement personnel nous pousse à ça, à nous reposer sur des outils pour mieux faire, à des stratégies pour mieux faire ou faire plus. C'était d'ailleurs mon slogan pendant un moment, faire plus, mieux en moins de temps. Et aujourd'hui, je suis vraiment en train de prendre la mécanique arrière. Alors, peut-être que ça te choque, peut-être que ça te paraît bizarre, mais c'est la vérité. Le seul média au travers duquel tu pourras me suivre maintenant, c'est le podcast. Ce podcast, Point de vie, que je te présente là maintenant en live, bien que j'ai gardé les 120 épisodes qui sont toujours pertinents de devenir indéboulonnable. Mais je n'ai plus envie d'être ailleurs. Je vais continuer à poster sur LinkedIn, mais sans aucune stratégie, parce que ça ne m'intéresse pas. Le podcast, par contre, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser, parce que je m'y sens bien, parce que j'ai aucune fiche, parce que je suis libre de m'exprimer comme je veux, que j'ai de super retours de votre part, et d'ailleurs, je vous écoute. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, je te remercie de m'écouter. Si c'est la 100e fois que tu m'écoutes, je te remercie 100 fois de m'écouter. C'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me fait continuer, et surtout ce qui m'a fait comprendre que c'est ce que j'aime faire.
Me filmer, tout ça, c'est pas mon délire, même si apparemment mes vidéos sont bien. Ça reviendra sûrement un jour, mais là, j'en suis pas là. J'ai envie de parler, j'ai envie que tu écoutes, j'ai pas envie que tu me vois. Donc, fondamentalement, si tu veux me suivre aujourd'hui, c'est via ce podcast ou via ma newsletter. Ce sont les deux seuls biais. Tu peux me suivre sur LinkedIn, je posterai de manière erratique à des choses que j'écris, parce que j'aime bien ça. Mais voilà un peu pourquoi tout ce changement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je passe de devenir indéboulonnable à point de vie. Dans devenir indéboulonnable, il y a cette idée d'être inébranlable. Même si c'est pas ce que je voulais vraiment te faire ressentir au début. Mais aujourd'hui, je me rends compte que plus je suis vulnérable, plus je m'ouvre, mieux je me sens. Mieux je me rapproche de qui je suis, moi. Et plus je m'éloigne de justement tout cet univers du développement personnel. Alors ça peut te paraître super bizarre pour un coach de te dire ça, mais moi je pars vraiment à contre-pied aujourd'hui de ce monde du développement personnel, parce que je suis persuadé que c'est le plus grand piège des dernières années. Au début des années 2000, on disait que le livre allait être mort, que c'était la fin, on annonçait la mort du livre. 23 ans après, la publication de livres a été multipliée par 50. Le business autour des livres du développement personnel est incroyable. Aujourd'hui, n'importe qui peut se faire publier chez un éditeur. C'est assez fou, c'est assez facile. Il y a plein de maisons d'édition. Et je trouve ça un peu gênant. Parce que tout le monde y va de ses idées. Tout le monde y va de ses stratégies. Il faut faire ça pour être heureux. Il faut faire ça pour maigrir. Il faut faire ça pour mieux communiquer. Il faut faire ça pour X, Y, Z. Tu mets tout ce que tu veux dans le blanc. Mais je me rends compte que ces méthodes, elles sont au final très personnelles. J'ai essayé énormément de choses. Je me suis fait accompagner par des coachs spécialisés dans le marketing, donc plutôt des consultants qui sont appelés coachs, mais qui sont des consultants. Je me suis fait accompagner par différentes personnes. J'ai demandé de l'aide à différentes personnes pour développer mon business. Et au final, j'ai tellement simplifié les choses les derniers mois que je me suis retrouvé avec très peu de choses à faire. Et le paradoxe là-dedans, c'est qu'au début, ça a été extrêmement stressant. Parce que je me disais qu'il fallait que je fasse des choses, que j'étais Quentin et que j'étais quelqu'un de productif et que tout le monde me disait que c'était incroyable, que je faisais plein de choses. Mais au final, j'étais pas moi du tout, j'étais mon ego. J'étais quelqu'un qui essayait de prouver à la société, aux personnes qui la lisent, à mes parents, à mes amis, que je suis quelqu'un qui vaut quelque chose parce que je fais plein de trucs. Et c'est une connerie monumentale. Parce que ce que ça faisait, c'était plutôt me rendre malheureux. Comme je signais un contrat avec moi-même pour me rendre malheureux jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs égoïstes. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je suis reparti sur un business qui est plus sur les réseaux. Un business qui, au final, est celui que j'aurais dû commencer, je pense, dès le début. Parce qu'avant, j'étais dans les relations publiques. Mon métier, c'était de créer des liens avec des personnes, de créer des relations, et de faire du business si jamais il y avait un bon fit. Et en fait, le coaching, c'est ça. C'est créer des relations. Créer des relations à travers la voix, ce que je peux faire maintenant, à travers des échanges, en parlant avec des personnes autour de moi. Et je trouve ça super cool. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la première manière de faire du coaching, mais c'est ce que tout le monde évite aujourd'hui en se disant que c'est trop difficile, que c'est beaucoup plus simple d'aller sur les réseaux sociaux où il y a 100 000 coachs et 10 000 nouveaux par jour. Coach de n'importe quoi d'ailleurs. Dès qu'on vient me parler, on me dit « Ah tiens, t'es coach en quoi ?» Je suis pas coach en quelque chose, je suis coach tout court. Je travaille avec des êtres humains sur leurs problématiques. Ah ouais, mais pourtant tu peux pas travailler sur plusieurs problématiques. Soit t'es un expert de la productivité, soit t'es un expert du sommeil, soit t'es un expert de blablabla. Monsieur, mais ça c'est du conseil, c'est pas du coaching. Le coaching, c'est pas donner des conseils. Le coaching, pour moi, c'est quelque chose dont les gens ne veulent pas, clairement. C'est quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Mais on a tous nos loups, on a tous nos angles morts, on a tous nos plafonds de verre, nos systèmes de saboteurs, de sabotage interne et automatique qui sont ancrés en chacun de nous, qu'on a envie de surpasser, qu'on n'arrive pas souvent à surpasser tout seul, où ça met des plombes et ça demande beaucoup d'énergie. Et c'est ça finalement que les gens veulent. C'est découvrir de quoi ils sont capables. C'est pas le coaching en tant que tel. C'est découvrir de quoi ils sont capables, qui ils sont au fond, qu'est-ce qui se cache derrière leurs peurs, comment est-ce qu'ils peuvent les surpasser, et surtout comment est-ce qu'ils peuvent changer pour le meilleur. Donc tu vois, dans ces 3 mois, il s'est passé à la fois peu de choses pour moi et aussi énormément de choses. Le podcast va changer, le format aussi, la manière dont je vais aborder les sujets aussi. Et surtout, ça va parler de la vie, ça va parler de comment est-ce qu'on s'auto-sabote pour s'empêcher de la vivre à fond, et beaucoup de changements.
La constante, déjà, quand c'était devenir indéboulonnable, c'était le changement, et là, je pense que ça va être encore plus prégnant. Et c'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs à écrire un livre que j'ai fini de rédiger vendredi dernier, donc il y a 3 jours, là on est mardi, à la date de sortie de cet épisode. Et ce livre, simplement, à la base aussi, je m'étais acheté des e-books sur comment faire un best-seller en ligne. Et j'ai tout suivi à la lettre, hein, pour finalement me dire, non mais attends, tu veux qu'il y ait quoi dans ce livre? Je veux parler de comment est-ce qu'on change. Donc le livre s'appellera Comment changer. Et j'ai pas envie de faire un best-seller, j'ai envie que ce soit un livre utile pour les autres. Si un jour je fais un best-seller, tant mieux. D'ailleurs, si tu es éditeur et que tu veux me proposer d'écrire le meilleur best-seller de l'année, non, faites pas son tour parce que j'aurai pas le temps. Mais pour le coup, là, j'en suis à mon 2e livre et il est sur justement comment changer. Et ce guide, parce que c'est ce que c'est ce livre, ça va être un livre d'une centaine de pages, je pense, une fois édité. Il va droit au but. Il est là pour te faire prendre conscience de certaines choses, pas pour te donner des méthodes sur comment changer. Parce qu'il n'y a pas de méthode pour comment changer. Parce qu'au final, on nous dit que le développement personnel est fait pour changer, et que donc pour changer, on doit se développer. Moi, je pense que c'est tout l'inverse. On sait exactement qui l'on est, mais on ne veut pas se l'avouer. Parce que notre ego est prégnant, parce qu'il y a les couches de la culture, de la société dans laquelle on vit, qui ont été adossées petit à petit, qui nous ont enveloppés petit à petit depuis qu'on est né. Les expériences qu'on a vécues et la manière dont on les a interprétées, ça aussi, ça crée des voiles entre qui l'on est vraiment et ce que l'on veut être. Enfin, ce que l'on est actuellement. Et tous ces voiles, en fait, modifient notre identité. Mais fondamentalement, quand t'étais gosse, que t'avais 2 ans, 3 ans, t'avais pas tous les problèmes que t'as maintenant. Enfin, ce qu'on appelle des problèmes. On était curieux, on était ouvert, on s'en foutait royalement du jugement des autres. On se cassait la gueule, on se prenait des tartes, on se relevait. C'était pas vraiment gênant. On savait intuitivement que ça faisait partie du chemin et qu'on allait y arriver. Et ça y est, on avait appris. Et on recommençait le process. Puis un jour, on est devenu assez grand, on a commencé à avoir des mots qui sont venus, on sait comment parler. Et les mots, finalement, c'est une forme de jugement de notre environnement. On juge la qualité de tel objet, telle pensée, telle émotion, telle chose, au final. Et ce jugement, il est social. C'est à ce moment-là que la vie se met en travers de notre chemin, que la société se met en travers de notre chemin. Et on n'est plus vraiment dans une dynamique de... On n'est plus drivé par une motivation de « je veux ». Quand on est gosse, on bouge que pour ça, on n'est drivé que par ça. Je veux ci, je veux faire ça, je veux avoir ça, je veux ressentir ça. Et je m'en fiche de ce que les autres pensent et je fais tout pour l'avoir. Ah, je devrais. Quand on commence à rentrer dans ce filtre social. Et ça, j'en parle dans mon bouquin. Il y a un chapitre d'ailleurs dédié à ça, sur l'arbre de la vie. Passer du « je veux » au « je devrais ». Et souvent, on reste bloqué dans ce « je devrais ». Et tu vois, ça me fait penser à une histoire de ce yogi qui était assis sur le rebord d'une statue de Bouddha. Et sa femme passe à côté de lui en disant « Mais tu as l'air extrêmement soucieux, mon chéri. Qu'est-ce qu'il se passe? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Bref. Qu'est-ce qu'il se passe, mon chéri? Que se passe-t-il? Écoute, je suis quelqu'un d'extrêmement conscient, mais je suis en train de me poser la question, comment est-ce que je saurais que je suis mort? Parce que là, je sais que je ne suis pas mort, mais peut-être que je suis mort. Et comment est-ce que je peux savoir, le jour où je suis mort, que je le saurai? C'est quelque chose qui me tracasse énormément. Et dans cette histoire, à ce moment-là, la femme se met à rire et lui dit « Mais quand tu seras mort, tu le sauras. C'est très simple. Dans tous les cas, quand on est mort, on est froid. On est gelé, on a la peau froide. Tu le sauras le jour où tu es mort. » À ce moment-là, le yogi souffle un soupir de soulagement et se dit « Ah oui, effectivement, c'est bien. Je saurai que je serai mort quand j'aurai froid. » Et quelques mois passent. Et un matin, il va couper du bois pour se réchauffer. C'est le début de l'hiver. Et au bout d'un moment, il commence à avoir les mains gelées. Un vent de panique se prend, l'entoure, le prend aux tripes. Et il commence à se dire « Ça y est, je sens le froid, j'ai très très froid, ça veut dire que je suis en train de mourir. Mince, mais je suis seul, il n'y a personne qui peut me dire si vraiment je suis mort. Comment on ferait un mort ?» Et là, il se rappelle quelque chose d'hyper important. À ce moment-là, il se rappelle que souvent, les gens morts sont allongés. Donc il s'allonge,
en se disant ça y est, là je suis bien mort, je suis gelé, je suis allongé par terre, je ne bouge plus, comme les morts. Le truc, c'est que cette histoire, elle est vieille. Il était venu avec son âne. Et au bout de quelques heures, le yogi étant allongé par terre, en train de mourir de froid, deux loups se rapprochent de l'âne. Ils commencent à tourner autour. Et ils commencent à l'attaquer, à le dévorer. Le yogi, bien sûr, voit la scène. Et il se dit, mince, si seulement je n'étais pas mort, je pourrais vraiment l'aider et éviter que mon âne se fasse manger. Mais bon, c'est comme ça. Je suis mort, je ne peux rien faire. Cette histoire, elle me fait vraiment beaucoup rire parce que je crois que je l'ai lu dans un livre de Osho, parce qu'elle retranscrit parfaitement l'état dans lequel on se retrouve la plupart du temps. Où aujourd'hui, tout le monde a une méthode pour réussir en moins d'un mois, pour perdre du poids, pour même grandir quand tu vas sur les réseaux sociaux, gagner 3 cm grâce à cet étirement miracle. Tout le monde balance des stratégies plus loufoques les unes que les autres, certaines qui ne le sont absolument pas et qui fonctionnent, mais pas pour tout le monde. Et on a tendance à les croire, à les prendre pour des vérités universelles, à les appliquer, à voir que ça ne fonctionne pas, mais à rentrer dans une espèce de paradoxe mental dans lequel on se dit mais c'est pas possible parce que ça a marché pour cette personne, ça a marché pour tous ceux qui ont témoigné sur sa page de vente ou qui ont témoigné dans son podcast ou sous ses vidéos qui disent que c'est génial, que cette nana ou ce mec a changé ma vie et ça marche pas pour moi, donc c'est que j'ai pas assez forcé, donc je dois continuer parce que c'est vrai que la résilience et la persévérance ce sont des qualités exceptionnelles et très importantes dans la réussite et dans l'achèvement de n'importe quel changement. Et là on sort le violon et on continue. Le truc c'est que le succès c'est une variable entre les gens. Mon idée du succès, c'est sûrement pas celle de la tienne. Et mon idée du succès, je suis totalement honnête, elle a radicalement changé entre moi à 35 ans, moi à 30 ans, moi à 25 ans, moi à 20 ans. À la base, je voulais être banquier d'affaires à New York, j'avais postulé dans des banques d'affaires new-yorkaises. Mon objectif, c'était avant 30 ans, 35 ans, de gagner 500 000 $ par an. C'était le seul truc qui me drivait. Puis c'est passé des trucs, j'ai rencontré ma femme, j'ai eu une fille, ma vision des choses a changé, je voulais être consultant. Mais je voulais toujours être le super consultant, super connu. Et je voyais ma fille grandir et moi j'étais jamais là. Mon idée du succès a changé à ce moment-là. Où je me suis dit qu'il fallait que les choses bougent. Et maintenant, mon idée du succès, c'est juste de vivre ma vie, être OK avec moi et surtout la vivre loin de ce stress et de cette anxiété constante que je vivais systématiquement. Ça ne veut pas dire que je ne vise plus d'objectifs, ça ne veut pas dire que je n'ai plus aucune ambition, mais ça veut dire que je suis maître de ces objectifs et de mes ambitions et que avant toute chose, ces objectifs et ces ambitions doivent être les miens. Tout ça, ce sont des freins au changement, ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est ce qu'il y a dans mon livre qui va paraître dans les prochaines semaines, où je parle des freins au changement, avant toute chose, de ce qu'est le changement, de questions que tu peux te poser pour découvrir pourquoi tu veux changer et surtout ce que tu dois changer. Parce que c'est pas aux autres de te dire ce que tu dois faire. Et si jamais on a l'occasion de discuter et d'échanger ensemble ou de travailler ensemble, tu te rendras compte que jamais je te dirai tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, parce que j'en sais foutre rien. Il n'y a que toi qui as tes réponses. Le seul truc que je peux faire, c'est de poser les bonnes questions, des questions meilleures que les tiennes, des questions différentes qui te font voir les choses de manière différente. Parce que fondamentalement, le changement, c'est ça. On a tendance à le prendre de manière frontale, on a tendance à le prendre avec brutalité, à penser que c'est quelque chose qu'on doit faire, et avec ça, en fait, le seul truc qu'on perd, ce sont des points de vie. On se perd, on change d'identité, une identité qui est construite sur des bases qui sont pas stables du tout, sur des intentions qui sont pas forcément les nôtres, et c'est ce qui nous rend malheureux fondamentalement. À la fin du bouquin, je dis tiens, ce bouquin, pourquoi je ne l'ai pas appelé Comment vivre heureux, suite à une digression de l'avant-dernier chapitre. Mais parce qu'en fait, c'est la même chose selon moi. Quand on est malheureux, c'est qu'on a essayé de changer, qu'on s'en sent incapable, ou qu'on aimerait changer mais on ne sait pas quoi changer, qu'on aimerait être une personne différente mais on ne sait pas comment le faire, où on gobe ce dicton à la con qu'on nous sert sur un plateau d'argent depuis qu'on est gamin, comme quoi les gens ne changent pas. Alors à la con et pas à la con, parce que comme je le disais, effectivement, fondamentalement, on est la même personne depuis qu'on a 2 ou 3 ans. Les qualités qu'on recherche fondamentalement chez nous et qu'on se dit, mais je n'arrive pas à les avoir, elles sont déjà là. Parce que si on arrive à les penser, à les ressentir, c'est qu'elles sont là. C'est simplement qu'on a créé des habitudes, des automatismes, des systèmes d'auto-sabotage qui sont tellement ancrés dans nos vies qu'on a tendance à les accoler à notre identité.
Et c'est cette identité qui, selon nous, définit qui l'on est. Je suis Quentin. Je suis grand, parce que je fais plus d'1m85. Je suis sportif, parce que je fais du sport depuis que je suis petit. Je suis fan de bière, de vin et de whisky. Tout ça, ça m'a suivi toute ma vie. Mais non, je ne suis pas Quentin. C'est un nom, c'est pratique pour m'appeler, pour qu'on me reconnaisse dans la foule, mais ce sont mes parents qui m'ont donné ce prénom. Non, je ne suis pas grand. Mon corps est grand. Non, je ne suis pas fan de bière, de vin, de whisky. C'est ce que je me suis dit pendant des années. Et c'est vrai, j'étais passionné par ça. Mais maintenant, j'ai arrêté l'alcool. J'en bois à de rares occasions. Mais je ressens plus aucune envie d'en boire. J'en vois plus l'intérêt. Ça m'intéresse plus vraiment. Et c'est là où je me rends compte que c'est pas moi. Je suis pas sportif. J'aime le sport. Je ne suis pas quelqu'un qui est en colère. Je ressens de la colère de temps en temps. Tu vois, tous ces détachements, eh ben, c'est ce dont on va parler principalement dans ce podcast. De stratégies d'auto-sabotage, de nos habitudes, de nos dialogues internes, mais je veux t'emmener beaucoup plus loin. Je veux t'emmener sur les terrains de la méditation, sur les terrains du yoga. Je sais, ça paraît un peu spécial. J'en ai pas parlé, en tout cas pas beaucoup, dans ce podcast. Mais quand je parle du yoga, c'est pas forcément de la pratique que nous, on voit en Occident, mais pour moi, la méditation, le yoga, le bouddhisme, tout ce genre de choses, ce sont des styles de vie, ce ne sont pas des exercices ni des pratiques. Ce sont des styles de vie, avec des philosophies derrière, avec des idées. Et des idées qui m'ont fait énormément de bien et qu'on peut carrément transposer à nos vies quotidiennes en Occident, pour gagner en paix, pour gagner en amour, pour gagner en sentiment de liberté, pour gagner en sentiment de vitalité. Parce que fondamentalement, derrière tous nos buts, c'est pile les expériences que nous recherchons. Alors voilà, maintenant tu sais tout. Bienvenue dans Point de Vie. Bye bye devenir indéboulonnable. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. En attendant, je te laisse noter ce podcast, t'y abonner, me donner un commentaire ou me donner tes nouvelles à mon adresse qv@quentinvillard.com si jamais tu veux le faire. Tous les liens sont en description. Partage cet épisode à quelqu'un si jamais tu penses qu'il sera utile. En tout cas, que les prochains épisodes ou les passés seront utiles. En attendant, je te dis à la prochaine. Je t'embrasse. Ciao.